Honorable assistance, bonjour. Donc, nous reprenons les travaux de cette journée avec 2 communications. Il devait y avoir 3. Madame Tegmout, on ne la retrouve pas en attendant qu'elle arrive. Alors, nous avons pour première communication Madame Talbi Houda. L'intitulé de la communication est « Les manuels scolaires algériens de français, dispositif pédagogique relatif à la compétence orale et prise en charge du contexte multilingue ». Et nous avons aussi M. Sidi Saleh Abdelwahab, qui nous vient de l'université de Biskra. Intitulé de sa communication est bel et bien « Développer la conscience professionnelle des jeunes enseignants pour une insertion professionnelle réussie ». Alors, sans trop tarder, je cède la parole à Madame Talbi de l'Université de Béjaïa. À vous la parole. Au sein du secteur de l'éducation nationale et aux besoins de formation des futurs enseignants. Mon intervention portera sur une thématique centrale, à savoir la prise en charge de la compétence orale et du plurilinguisme dans les manuels scolaires algériens de langue française. Alors, afin de cerner un tant soit peu notre objet d'étude, la présente communication sera scindée en diverses parties. Après une introduction qui situera le contexte de notre réflexion et en précisera les enjeux, nous aborderons quelques concepts clés indispensables à notre étude. Suite à cela, nous exposerons notre analyse des manuels scolaires de langue française en mettant en évidence la manière dont ils abordent la compétence orale ainsi que le plurilinguisme. Enfin, nous proposerons quelques recommandations et perspectives de recherche avant de proposer une synthèse finale du travail. Alors, comme vous le savez tous, le contexte sociolinguistique algérien est pluriel. Il existe il est caractérisé par la coexistence de plusieurs langues, à savoir l'arabe populaire, l'arabe classique, le tamazight avec ses différentes variantes, ainsi que le français et plus récemment l'anglais. Ce plurilinguisme, composante incontournable du contexte dans lequel vivent les apprenants algériens, représente une richesse, mais aussi un défi pour les enseignants, mais aussi pour les apprenants. Dans ce contexte et dans bien d'autres, les manuels scolaires représentent irrévocablement un outil structurant. Il cristallise les politiques éducatives et linguistiques de l'État, il concrétise les directives et les contenus à enseigner fixés par les programmes et guide considérablement les pratiques pédagogiques. De ceci émanent 2 questions fondamentales. Quelle est la place accordée à la compétence orale dans les manuels scolaires de langue française en Algérie? Et quel est le degré de prise en considération du plurilinguisme des apprenants dans les dits manuels scolaires? Alors, pour répondre à ces questions, nous procéderons à l'analyse des manuels scolaires algériens des 3 cycles d'enseignement, à savoir le cycle primaire, le cycle moyen, ainsi que le cycle secondaire. Alors, j'aurais aimé commencer ma présentation par la présentation de quelques repères théoriques, à savoir 2 notions clés, 2 concepts fondamentaux, la compétence orale ainsi que le plurilinguisme. Comme vous le savez, la compétence orale regroupe concrètement 3 dimensions fondamentales, à savoir la capacité à comprendre des énoncés oraux, la capacité d'interagir avec des interlocuteurs, ainsi que la capacité de produire des discours oraux de manière continue et autonome. Donc il s'agit d'une compétence à part entière. Le plurilinguisme est défini selon Jean-Pierre Cuc comme étant la capacité d'un individu d'employer à bon escient plusieurs variétés linguistiques. Cependant, le CECRL précise que le plurilinguisme ne se limite pas à une simple juxtaposition de codes linguistiques, mais qu'il revient à l'individu de les employer en fonction de ses besoins, dans le cadre d'une situation de communication bien d'énonciation. Alors, nous en venons maintenant au cœur de notre analyse, qui est la place de la compétence orale dans les manuels scolaires algériens.
Pour en rendre compte, de manière très brève, nous présenterons les résultats principaux auxquels nous avons abouti en analysant tous les manuels scolaires des 3 cycles d'enseignement. On commence par le cycle primaire. Alors, notre analyse a permis de dévoiler une réduction de l'enseignement de la compétence orale à des activités ponctuelles, souvent adossées à des textes ou à une ou plusieurs illustrations. Les apprenants sont appelés à répondre à des questions relatives à la compréhension des supports étudiés en classe, à produire des énoncés modèles qu'on appelle au cycle primaire des actes de parole, ou bien à produire de courts discours oraux à partir de structures étudiées au préalable. La grammaire est étudiée, que ce soit dans les séances de compréhension ou bien de production orale, de manière implicite. La phonétique, quant à elle, est vraiment étudiée au cycle primaire. Toutefois, elle est abordée principalement à travers l'écoute et la répétition de mots ou bien d'expressions isolées. S'agissant du cycle moyen, pour le cycle moyen, on a constaté que le manuel de première année moyenne ne traite aucunement, ne propose aucune activité relative spécialement à la compréhension orale. Donc la compréhension orale est enseignée en première année moyenne uniquement à partir de supports visuels. Donc pas de support audiovisuel pour les manuels scolaires de première année moyenne. À partir de la deuxième année moyenne, donc, la compréhension orale est introduite et elle est travaillée à partir de supports audiovisuels. Quant à la production orale, elle demeure largement sollicitée à partir d'illustrations, voire de textes préalablement étudiés. Donc on rattache vraiment la production orale à l'aspect, à la composante écrite de la langue. On passe enfin au cycle secondaire. Alors, pour le cycle secondaire, je pense que les enseignants qui travaillent au secondaire vont être d'accord avec moi. L'oral est vraiment négligé dans les manuels scolaires du cycle secondaire. Donc, aucune prise en charge de la compréhension orale n'est observée et les activités de production orale sont étroitement liées à l'écrit. Donc, il est aussi pertinent de préciser que le nombre d'activités relatives à la compréhension et à la production orale réduisent donc, au fil des cycles et des années. Alors, intéressons-nous désormais à la prise en considération du plurilinguisme dans les manuels scolaires algériens. L'analyse des manuels scolaires de français des 3 cycles d'enseignement montre une prise en charge quasi inexistante du plurilinguisme. Le français y est présenté comme une langue complètement étrangère, une langue isolée, une langue étanche, renfermée sur elle-même, déconnectée complètement de la réalité du terrain, de la réalité algérienne. Donc, il n'est aucunement question de l'exploitation des ressources phonétiques, lexicales, grammaticales et même sémantiques dont disposent les apprenants et qui sont inhérentes aux autres langues présentes dans leur répertoire linguistique. La seule activité ayant été recensée à ce titre se trouve dans le manuel de 4e année moyenne, où on demande aux apprenants de traduire en français une phrase arabe qui figure sur un timbre algérien. La dimension interculturelle, quant à elle, apparaît de manière assez nette, notamment dans les 3 manuels du cycle primaire, le manuel de 3e et de 4e année moyenne, ainsi que le manuel de 3e année secondaire. Toutefois, cette interculturalité se limite essentiellement à la culture algérienne, sans véritable ouverture sur d'autres horizons culturels, francophones ou autres. Alors, maintenant, place aux perspectives et recommandations. Donc, en analysant les manuels scolaires des 3 cycles d'enseignement, on a mis en évidence un ensemble de limites qui appellent à une révision profonde des approches didactiques et des contenus pédagogiques. D'abord, il apparaît fondamental d'accorder à l'oral la place qui lui revient de droit. Et ceci se fait à travers
le fait d'allouer un volume horaire plus conséquent à l'enseignement de la compétence orale, de dédier des activités exclusives à cette compétence-là. Donc, ensuite, une meilleure prise en charge du plurilinguisme s'impose, et ceci ne se limite pas au fait de tolérer la présence d'autres langues, mais d'en prendre acte et de les intégrer en tant que levier pédagogique. Enfin, une formation continue des enseignants à la gestion du plurilinguisme des apprenants et à la gestion des phénomènes inhérents au contact de langue qu'il y a entre le français, le contact de langue donc, qui réside notamment entre le français, l'arabe populaire et le berbère et ses variantes, est primordiale. Donc, comme vous le savez, les apprenants, généralement, produisent des énoncés oraux en langue française qui regorgent d'interférences, d'alternances codiques, d'emprunts, etc. Donc, il serait très important d'apprendre aux enseignants comment faire face à la situation. Donc, les former à la gestion du plurilinguisme de leurs apprenants. Donc, en définitive, l'examen des manuels scolaires de langue française révèle une faible prise en charge de la compétence orale, que cela soit en termes de compréhension ou de production, et une absence de prise en considération du contexte multilingue dans le développement des dispositifs pédagogiques qui leur sont propres. Alors, ce constat appelle à repenser la conception des manuels scolaires dans leur intégralité, dans une perspective innovatrice, contextualisée et en phase avec les besoins réels des apprenants algériens. Merci de votre écoute. Je vous félicite. Je vous félicite aussi pour cette prestation et cette communication claire et concise qui prend un sujet d'actualité, un sujet très intéressant. Notamment, vous avez traité et évoqué la compétence orale qui reste un terrain fertile pour les 3 paliers, primaire, secondaire et moyen bien évidemment, ainsi que pour l'enseignement supérieur. C'est un terrain qui reste vraiment à explorer et à exploiter. Et l'élément phare de votre communication que j'apprécie beaucoup, c'est de traiter la dimension interculturelle dans l'enseignement de l'oral. Merci et je vous félicite. Donc sans trop tarder, nous cédons la parole à M. Sidi Saleh Abdelwahab, qui nous vient de Biskra, pour nous présenter sa communication intitulée « Développer la conscience professionnelle des jeunes enseignants pour une insertion professionnelle réussie ». À vous la parole, Monsieur Sidi Salah, vous avez 15 minutes. Merci beaucoup. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir, chers collègues. Ah, c'est bon. Donc, alors, bonsoir, chers collègues. Tout d'abord, je suis un inspecteur en retraite. Bon, j'ai pris ma retraite, ça fait déjà 10 ans. Actuellement, je suis enseignant et chercheur en didactique professionnelle. Bon, aujourd'hui, je mets à votre disposition une toute petite expérience qu'on a menée avec un ensemble d'inspecteurs au niveau de la wilaya de Biskra. Dans cette expérience, il s'agit d'un dispositif de formation destiné aux nouveaux enseignants. Donc, je vais vous présenter une méthode, une façon de faire pour former les nouveaux enseignants. Alors, pour ça, dans cette intervention, se propose d'explorer le concept de conscience professionnelle dans certaines de ces dimensions et bien sûr, de comprendre son lien avec le milieu social et le collectif de travail, et ainsi on pourra examiner comment il s'articule avec cet environnement. Ce rapport pourra éventuellement servir de référence pour examiner les bases théoriques du professionnalisme, pour construire des dispositifs de formation souples et fiables. Et pour ce faire, moi j'ai choisi uniquement... Oh, mais ce n'est pas ça. Ça, c'est le mot. Mais
Voilà, c'est journée à la présentation, je pense. Et journée d'études. Enfin, c'est pas important. Donc il y a juste 2 ou 3 tableaux. Ce n'est pas ça. Malché. L'intitulé, c'est intervention déjà. Mais ce n'est pas moi, je fais page jusqu'à là. Malché. Bon, alors, pour cela, moi, j'ai choisi 2 interprétations du concept de conscience professionnelle. Donc, j'ai pris la conscience professionnelle dans une orientation psychologique. Dans cette orientation, la conscience professionnelle est expliquée comme l'enseignant, comme n'importe quel autre professionnel, il sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Même si les mobiles inconscients sont susceptibles d'être présents dans son travail quotidien, mais cela renvoie toujours à la conscience professionnelle. La deuxième interprétation que j'ai choisie, c'est la conscience collective ou solidarité de groupe. Donc, c'est cette interprétation qui apparaît dans les études de Durkheim, qui est à l'origine du concept de la conscience collective. Il se réfère à l'ensemble des valeurs partagées au sein d'un groupe, d'une société. Alors Durkheim, il indique que les personnes qui s'engagent dans des activités similaires, qui partagent pratiquement les mêmes expériences, se perçoivent comme relativement identiques et éprouvent un sentiment d'identité singulière. Alors cela génère une solidarité de groupe, mécanique au sein du groupe et un ressenti d'une conscience collective. Donc c'est cette interprétation qu'on a essayé d'utiliser pour concevoir ce dispositif de formation. Le dispositif de formation en question, il est construit sur la base de ces définitions et il a pour objectif de proposer des apprentissages à des publics variés et d'intégrer certains exercices dans des dispositifs souples et modulables, psychothérapie de groupe, formation académique, bilan de compétences, accompagnement de la recherche de solutions, conseil en évolution professionnelle, etc. Et de mener une réflexion sur la posture de l'enseignant. Le défi de cette intervention est d'abord de rendre intelligible une nouvelle approche de l'accompagnement destinée à aider les enseignants en quête de repères à construire leur identité professionnelle et à vivre dans la meilleure harmonie possible avec leur environnement. Pour atteindre cet objectif, la présente communication se situe au croisement de la réflexion collective d'un groupe d'inspecteurs et d'une expérience personnelle au niveau de la formation et de l'accompagnement des enseignants, mais aussi une expérience partagée par un ensemble de collègues dans le domaine de la formation des enseignants. Alors, je viens maintenant je vais vous décrire en détail le déroulement de cette formation, comment ça se fait. Donc, dans une perspective longitudinale, nous avons expérimenté ce dispositif avec quelques inspecteurs volontaires, comme je l'ai déjà dit. Les portraits de stagiaires ayant participé volontairement à l'expérience sont analysés en reprenant systématiquement leur récit à partir du premier moment de leur intégration dans l'enseignement primaire jusqu'à la fin de l'année. Donc il s'agit d'une expérience menée avec un ensemble d'enseignants du primaire où on a utilisé comme matériau d'études le portfolio où ces enseignants l'enregistrent. Ils prennent note de tout leur vécu quotidien. Donc là,
ces enseignants sont instruits de noter quotidiennement tout ce qui les affecte dans leur pratique quotidienne en classe. Et ils sont aussi encouragés à proposer des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent en classe. Tous les récits ou tous les écrits, parce que ces récits sont remis sous forme écrite. Donc, tous ces récits sont remis aux inspecteurs quelques jours avant l'organisation de sessions de formation ou de séminaires de formation. Les inspecteurs, ils ont pour mission ou pour travail de faire ou d'analyser tous les récits et ainsi dresser un tableau. Donc c'est ce tableau qui nous manque, sinon c'est ce tableau parce qu'il va détailler tout. J'ai remis le flash disk, il est blanc. Un flash disk blanc. Il y a 2, 3 documents, c'est tout. Voilà. Développe. Non, Mouchada, c'est l'autre. C'est l'autre, c'est le deuxième document, Mouchada. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, vous avez la télécommande. Alors. Bon, alors, voilà. Donc, cette formation, elle se fait en 4 moments, en 4 phases. Le premier moment que j'ai appelé d'écrire, ou la description, les enseignants sont instruits de noter tout ce dont ils sont affectés dans leur pratique quotidienne en classe. Puis après, tous ces récits sont remis aux inspecteurs. Ces récits sont analysés et classés dans le tableau. Donc ce tableau-là, c'est un exemple. Bon, je l'ai donné comme exemple. Nous avons résumé dans ce tableau les problèmes signalés par nos enseignants. Ils ont été classés en fonction de leur nature afin de faciliter la lecture des données. Et ce tableau sera à la disposition de l'inspecteur ou du formateur tout au long de la procédure. Il servira de guide pour les prochaines étapes et actions. Donc, dans ce tableau, nous sommes limités uniquement, ça veut dire nous sommes limités juste aux problèmes qui décrivent les défaillances de la gestion de classe en raison de leur taux très élevé qui est de plus de 50%. Donc, dans ce tableau, nous avons dans la première colonne les éléments d'observation. Dans la deuxième, ce sont les constats. Donc là, on a résumé tous les problèmes signalés par les enseignants. Et dans la dernière colonne, dans la troisième colonne, qui est intitulée « Analyse », là, c'est une colonne réservée uniquement à l'inspecteur. C'est l'inspecteur qui fait l'analyse des constats et propose des solutions et propose des remédiations aux enseignants. La seconde ou la prochaine étape, c'est l'étape que j'ai appelée « Expliquer ». Cette étape, ou l'explication, elle est essentielle dans le domaine pédagogique. Elle facilite la compréhension et les raisons sous-jacentes au problème, etc. Lors de cette étape, nous avons organisé des rencontres collectives
qu'on a appelé, enfin une appellation entre nous, qu'on a appelé séminaire d'intégration. Lors de ce séminaire, les enseignants concernés par l'étude partagent et racontent et problématisent leurs premières expériences de la pratique enseignante avec leurs pairs, l'ensemble des stagiaires de l'enseignement primaire, et l'équipe d'accompagnement, inspecteurs et professeurs formateurs, afin de recueillir des informations et des faits ou des représentations. Nous leur avons demandé de présenter le contenu des portfolios pour que l'assistance prenne conscience des problèmes déclarés et les impliquer ainsi dans le processus explicatif. Nous avons noté l'ensemble des constats au tableau pour permettre une meilleure visibilité des problèmes et optimiser ainsi la gestion des entrevues. Des entretiens semi-directifs reprennent les questionnements des enseignants volontaires, sont organisés permettant aux stagiaires de coopérer, de partager leur expérience ou leur vécu et de participer dans le processus d'explication. Il y a quelques éléments que nous avons pris en considération lors de cette étape. Premièrement, la contextualisation. Avant d'expliquer un problème, on a tenu à le replacer dans son contexte, en cherchant à connaître quelles sont les circonstances spécifiques, quels sont les éléments qui ont conduit à ce problème. On a aussi fait de sorte que les facteurs inhérents à ce problème soient identifiés et on a exploré les différents facteurs qui pourraient contribuer au problème. Cela peut inclure les éléments tels que les ressources disponibles, les méthodes d'enseignement, l'environnement de classe, etc. On a aussi tenu à analyser les interactions. On a examiné les relations et les interactions entre les différents facteurs. Par exemple, comment les méthodes d'enseignement influencent-elles la motivation des élèves, comment les ressources pédagogiques affectent-elles la compréhension des concepts, etc. Donc, on a pris en compte plusieurs éléments lors de cette phase. La troisième phase, c'est toujours dans le cadre de séminaire d'intégration, qu'on a appelé séminaire d'intégration. La troisième phase qu'on a intitulée souhaiter. Dans cette étape, on essaye de concevoir ce qui est désirable, la question qui sera posée et quelle serait la situation idéale. Tout en étant conscient du temps qui s'y consacre, cette analyse vise à assurer la cohérence entre nos paroles et nos actions en tenant compte de nos valeurs et de nos idéaux. On entre dans l'analyse axiologique qui en garantit la cohérence entre le discours et la pratique. Cela nous permet de définir nos objectifs et de tracer un chemin vers leur réalisation. Notre objectif principal à travers cette étape est de prendre conscience que les situations d'enseignement sont ouvertes à des critiques constructives et à des améliorations en mettant en évidence l'importance d'adopter une posture réflexive qui permet une auto-évaluation objective des pratiques professionnelles. Alors, lors de cette étape, on a établi ce tableau qui résume toutes les opérations ou tout ce qui est fait dans cette étape. Et enfin, la dernière étape, ou la quatrième, qu'on a appelée agir. Donc, après la description des problèmes, l'explication des problèmes, puis, comment elle s'appelle ? Puis, souhaiter. Donc, on a essayé de définir ce qui est souhaitable. Maintenant, on passe à l'action. Donc, cette étape qu'on a appelée agir. Enfin, on passe à l'action et on se retrouve devant un défi qui exige une réflexion et la recherche de solutions. Cette action n'est pas spontanée, mais bien pensée. Le problème est identifié, le but est clair et les causes sont analysées. Cette approche nous permet d'arriver à une analyse pragmatique qui fait jaillir la nouvelle connaissance. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'elle ne se contente pas d'adopter des théories toutes faites, mais elle les intègre en fonction de nos besoins spécifiques. Les théories sont utiles pour décrire la réalité, car elles nous offrent des concepts pertinents. Elles peuvent être utilisées pour expliquer, prévoir et même proposer des valeurs et des actions concrètes. Notre expérience de formateur nous a montré l'importance de donner une place juste aux éléments théoriques, et c'est là l'un des objectifs de ce travail. Et je termine, je vais prendre 1 ou 2 minutes de plus, ça vous donne pas. Et je termine.
Et je dirais, bon, alors voilà, là c'est le bilan, dans ce tableau, il y a le bilan de l'intervention, le bilan global de l'intervention. Et je termine cette intervention en disant et en répondant plutôt en disant qu'en Algérie, on ne choisit pas son métier par passion, ça c'est sûr, en raison de la limite de débouchés et de perspectives d'emploi. Devenir enseignant n'est pas un choix délibéré. On devient donc professeur par défaut plutôt que par amour. C'est là où le bât blesse. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers, il faut agir vite et réfléchir sérieusement à ce métier qui a choisi nos enseignants, et non pas nos enseignants qui ont choisi ce métier. Pour en tirer quelques leçons. La première leçon, éloquente, il faut se donner à fond dans la formation continue et se poser les questions qui taraudent nos enseignants pour entrer dans le métier avec quelques armes efficaces. Parce qu'une fois sur le terrain, il est impératif de s'auto-former et de tâcher à trouver des solutions innovantes aux difficultés qui surgissent. La deuxième leçon à retenir, c'est construire des pans d'apprentissage et d'échange avec les acteurs pédagogiques qui ont accumulé une certaine expérience professionnelle. Et la troisième et la dernière leçon à adopter sans hésitation aucune, c'est la mobilisation et l'engagement du groupe enseignant, et ceci passe immanquablement par le travail collaboratif, la lecture, la recherche, l'expérimentation, l'innovation et surtout la réflexivité. Merci pour votre attention. Merci, M. Sidi Salah, pour cette communication très intéressante et pour le respect du temps imparti. Alors, vous avez évoqué, c'est triste de dire qu'on se retrouve enseignant par défaut. Parfois, c'est pas automatique en réalité. Moi, personnellement, je l'ai fait par amour et par conviction aussi. Alhamdoulilah. Alors, vous avez développé un élément très intéressant dans votre communication qui est la conscience professionnelle qui génère la solidarité du groupe et par conséquent, donc la conscience collective, c'est quelque chose de très intéressant et de très intelligent aussi. Générer une conscience collective, c'est... On voit l'intérêt, oui vraiment, c'est une communication très... On voit que c'est bref. Vous avez aussi parlé donc, du dispositif que vous mettez en place, qui reste prometteur dans la formation donc, des enseignants, et surtout les méthodes d'enseignement dans la formation aussi des enseignants, qui restent en réalité, on a plusieurs méthodes et plusieurs approches, donc à chacun, je pense, son approche et son point fort, bien évidemment, en classe. Alors, sans trop tarder, nous cédons la parole à Madame Tegmout Nassima, qui est de l'Université de Béjaïa, qui va nous parler, ou bien l'intitulé de sa communication est « Formation continue des enseignants de français du lycée en Algérie, méthode et types de la formation ». Donc, Madame Tegmout, vous avez 15 minutes pour présenter votre travail. Merci. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous présenter notre communication intitulée « Formation continue des enseignants de français du lycée en Algérie, méthode et type de formation ». Un sujet que nous estimons essentiel pour améliorer la qualité de l'enseignement et répondre aux défis actuels du système éducatif. Dans notre communication, nous parlerons d'abord du constat, nous parlerons aussi de la problématique et de l'objectif, nous parlerons ensuite des questions à travailler, des hypothèses, et enfin, nous aborderons la méthodologie de travail. Introduction, l'évolution de l'enseignement en Algérie, l'importance de la formation continue pour les enseignants.
Depuis les réformes des années 70, l'école algérienne a évolué, mais elle fait face à certaines difficultés, notamment au secondaire, où le niveau des élèves de terminale reste faible. Ces défis soulignent l'importance de former les enseignants en nouvelles méthodes pédagogiques. Comme l'a dit le pédagogue français Pierre de Coubertin, chaque difficulté rencontrée doit être l'occasion d'un nouveau progrès. La formation continue devient donc une opportunité incontournable pour perfectionner les compétences des enseignants. Avec l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, il est crucial de mettre la formation continue au service des compétences professionnelles des enseignants. Le constat, la démotivation des élèves, les nouvelles approches et méthodes d'enseignement. Nous avons constaté que les enseignants rencontrent des difficultés à motiver les élèves, souvent en raison des méthodes d'enseignement inappropriées ou d'un manque de lien entre le cours et le contenu des leçons. Pour remédier à ces difficultés, des approches modernes comme l'utilisation des outils numériques et la méthode de la classe inversée sont nécessaires. Cependant, enrichir les savoirs ne suffit pas. Il faut les intégrer et les utiliser en synergie dans des situations d'apprentissage. La problématique et l'objectif. L'interrogation sur le type de formation continue, le perfectionnement des enseignants ou les compétences des enseignants. Face à ces constats, en plus de la pré-enquête que nous avons menée auprès des enseignants, nous nous sommes alors interrogés sur les besoins des enseignants de français au lycée et sur le type de formation continue à leur proposer, dans le but de perfectionner leurs compétences. Les questions à travailler. Pour résoudre notre problématique, nous nous sommes basés sur 3 sous-questions qui ont guidé notre réflexion. De quelles ressources pédagogiques ont-ils besoin les enseignants de français? Deuxième question, est-il nécessaire d'organiser des stages et des séminaires? Deuxième question, la collaboration entre enseignants est-elle importante pour échanger des expériences et apprendre de nouvelles techniques d'enseignement? Les hypothèses. Ceci nous conduit à émettre les hypothèses suivantes. La première hypothèse, les enseignants ont besoin de ressources pédagogiques pratiques. Ils ont besoin de matériel didactique moderne, comme un tableau numérique, un logiciel de création numérique pour enrichir leurs pratiques pédagogiques. Ils ont aussi besoin de ressources pédagogiques afin d'adapter leur méthode pédagogique aux nouveaux besoins des élèves qui se font aujourd'hui de plus en plus diversifiés. La deuxième hypothèse, les stages, les ateliers pédagogiques et séminaires en didactique sont essentiels pour développer des compétences spécifiques, car ils offrent une mise en pratique des connaissances théoriques, permettent l'acquisition des savoir-faire concrets et facilitent l'intégration des concepts didactiques dans des contextes réels et diversifiés. Philippe Mérieux dit à ce propos, « Apprendre, c'est avoir un projet. C'est se projeter différent dans l'avenir. » En effet, les stages et les ateliers permettent aux futurs enseignants en particulier
de concrétiser leurs projets professionnels et de se projeter dans leur rôle, contribuant ainsi à leur développement futur. La troisième hypothèse, la collaboration entre enseignants est primordiale pour partager des expériences et enrichir leurs pratiques. Il est important de favoriser la collaboration entre enseignants et de créer des espaces de discussion et d'échange d'expériences. Ceci favorise l'innovation, la résolution des problèmes, le développement professionnel mutuel et un meilleur soutien aux élèves. D'ailleurs, des chercheurs en didactique et en pédagogie ont analysé le travail en équipe pédagogique. Ils soulignent les enjeux de coordination et de responsabilité collective. Comme le pédagogue Philippe Pernoud, il le dit bien dans cette citation, « Assumer ensemble la responsabilité d'un groupe d'élèves ». La méthodologie de travail. Quant à notre méthodologie de travail, elle consiste dans un premier temps en une observation sur le terrain, menée d'une grille d'observation et d'un entretien libre. Dans un deuxième temps, nous suivrons la technique d'entretien qualitatif et nous proposerons en même temps des questionnaires aux enseignants de première année, deuxième année et troisième année secondaire dans 3 lycées. L'un est axé sur les filières scientifiques, l'autre est axé sur les filières langues et un autre sur les filières technologiques. Conclusion. En conclusion, notre communication vise à proposer des solutions concrètes pour améliorer et perfectionner les compétences des enseignants de français au lycée, en mettant l'accent sur l'importance de la formation continue, sur l'intégration d'éthique des techniques de l'information et de la communication et sur la collaboration entre professionnels de l'éducation. Merci pour votre attention et nous restons à votre disposition pour toute question et discussion sur ce sujet passionnant. Merci. Merci Madame Tegmout, Nassima, et merci du respect du temps imparti. Alors, vous avez discuté de la méthode de la classe inversée que nous avons déjà exploitée nous-mêmes. Donc, il reste très intéressante en termes et rentable en termes de gain de temps, d'efficacité dans le travail et surtout le travail en continu. Là, il y a possibilité de travailler avec l'élève même quand il est chez lui. C'est comme on a évoqué ce matin, on a parlé aussi de la classroom, c'est ça. Classe inversée, classroom, c'est le travail en continu. On travaille en classe, soit on envoie des activités avant, puis on les exploite en classe, ou l'inverse. D'accord ? On fait la théorie en classe, on travaille les activités en ligne, etc. C'est quelque chose que nous avons déjà exploité avec Madame Oud Ben Ali et qui a donné vraiment des fruits. C'était très, très intéressant, mais seulement c'est faute de moyens, ou je ne sais pas, ça reste à exploiter et à développer aussi. Donc, nous nions pas aussi l'importance des stages pour une bonne formation des enseignants. Donc, c'est quelque chose de phare, ce qu'on fait dans les écoles, dans les ENS, etc. Chose qu'on manque ici à l'université, on ne fait plus de stages. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment à recommander et à adopter. Donc, sans trop tarder, nous passons au débat. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. Monsieur Boca, à vous la parole. Micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Donc, j'interviens à propos de la communication de Madame Talbi en ce qui concerne l'oral
donc l'introduction de l'oral dans les manuels scolaires et dans les pratiques de classe au secondaire. C'est quelque chose vraiment de très important. C'est un sujet qu'il faut vraiment, qui nécessite plus d'attention et de prise en charge de la part de beaucoup de parties. Alors, donc on voit, vous avez vraiment évoqué l'insuffisance de la prise en charge et les lacunes, les lacunes qu'on rencontre auprès des enseignants dans la prise en charge de l'oral. Bien sûr, par rapport au programme, on n'accorde pas suffisamment d'heures pour la prise en charge de l'oral. Alors, pensez-vous que l'enseignant lui-même a des prérogatives et des moyens pour une meilleure prise en charge de l'oral sans attendre la tutelle à lui donner tout ce qu'il faut? Merci Monsieur Prat pour votre question très pertinente. Alors oui, l'enseignant peut agir... Donc oui, l'enseignant a la possibilité d'adapter ses contenus en fonction des besoins de ses apprenants. Donc à titre d'exemple, il pourrait faire une recherche relative aux documents à exploiter en classe. C'est ce que nous faisons d'ailleurs en classe. Donc on cherche des supports qui correspondent aux objets d'études et aux séquences didactiques à travailler en classe. Par contre, en termes de volume horaire, l'enseignant reste quand même des supports audiovisuels. Donc, il y en a à foison sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc. YouTube est vraiment une foire à support audiovisuel. Donc, c'est pas aussi facile que ça parce qu'il y a beaucoup de contraintes. La contrainte de la compétence, tout à fait, oui, il y a beaucoup de contraintes. Notamment, il faudra choisir un support qui répond aux objectifs d'apprentissage, qui est en concordance avec l'objet d'étude, la séquence didactique. Il faudrait aussi le temps, il faut les valeurs culturelles, religieuses, etc. Ce n'est pas évident, certes, mais c'est réalisable. Et aussi, il y a aussi la contrainte de la durée du document audiovisuel. Parce qu'on a tendance à, par exemple, s'agissant du discours de vulgarisation scientifique, les vidéos les plus pertinentes sont très longues. Donc il faudra faire une adaptation, césurer le document si c'est possible. Autre compétence, donc pour pouvoir césurer une vidéo, il faut bien maîtriser une application. Tout à fait, oui. Oui, tout à fait, oui. C'est ça l'importance de l'apprentissage et du développement oui, du numérique. Oui. Par contre, s'agissant du temps alloué à la compétence orale, je pense que nous sommes assez limités, notre champ on est assez restreint. Parce que si on accorde à la compétence orale plus de temps que ce qui est fixé par les progressions annuelles, là, ça va imputer sur les autres compétences, à savoir la compétence... tout à fait, de l'écrit. Ça sera au détriment de l'écrit, tout en sachant qu'on évalue l'apprenant sur l'écrit. C'est l'évaluation qui est déterminante. On n'évalue pas, on n'évalue pas l'oral. Voilà. Donc, pardon ? Ah oui, les apprenants s'amusent énormément lors des séances de compréhension et de production orale. Hein. Ils adorent ça. Par contre, le temps qui leur est attribué est assez limité. Oui. Avec plaisir, Monsieur Bka. Donc, quand on parle du volume horaire très réduit par rapport à l'oral, dans le secondaire, alors qu'on sait... Alors, oui, c'est bon. Donc, j'ai dit, dans les progressions et les programmes, on trouve que le volume horaire est très réduit par rapport à la prise en charge de l'oral. Alors, quand on lit les programmes, on trouve
sont là pour avoir un citoyen, une finalité des objectifs, un citoyen autonome, capable de faire face au monde et aux contraintes du quotidien. Alors que l'oral, si on observe maintenant que beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants ont besoin de cet oral pour s'insérer dans la société. Ont besoin de cet oral pour s'insérer dans la société et beaucoup plus pour réaliser leurs grandes ambitions qui sont continuer leurs études à l'étranger. Ils doivent passer automatiquement par des entretiens oraux et apprendre la langue étrangère pour savoir communiquer et pouvoir avoir la compétence de l'insertion sociale à l'étranger. Oui, merci. Tout à fait. À titre d'exemple, Monsieur Becca, par exemple, le temps alloué à l'enseignement de la compréhension orale dans le premier projet de la deuxième année secondaire est d'1 heure. Il est équivalent à 1 heure. Tandis que la compréhension de l'écrit, 6 heures, tout à fait, oui. Et il en est de même que pour la production orale. On accorde à la production orale 1 seule heure, tandis que pour la production écrite, 3 à 4 Alors, heures. étant... Voilà. oui, monsieur Bouzara. Une ou deux clarifications. Avec plaisir. Alors, s'agissant déjà de cette répartition horaire, qui est consignée dans ce qu'on appelle les progressions, il faut les appeler comme ça, mais je ne suis pas totalement d'accord avec cette appellation. Déjà, c'est des plans de formation, mais adaptables, adaptés. Alors, le volume horaire, parce que je dois vous dire que M. Barra et moi-même, c'est nous qui avons élaboré ces progressions. C'est nous-mêmes. Il y a un collègue, M. Caïs, qui est en retraite. C'est nous-mêmes qui avons élaboré ces progressions. Donc, nous savons ce que nous y avons mis. Nous nous sommes dit qu'il fallait adopter un SMIG national, de telle façon à ce que l'enseignant de Tamanrasset, de Tébessa, de Tlemcen ou je ne sais où, qu'il puisse au moins, que l'élève de Tamanrasset, etc., de toutes les régions du pays, ait au moins un minimum de chances de réussite. Donc voilà pourquoi un peu, vous allez voir. Mais il est dit dans les notes explicatives que le volume horaire est donné à titre indicatif. Je reprends maintenant la question de l'oral. En fait, l'oral, nous la rattachons à certains objets d'études. Certains objets d'études portent essentiellement sur l'oral. Vous avez en première AS l'interview, c'est un genre journalistique, mais oral. Voyez-vous? D'où donc, même le volume horaire que nous allons accorder à cette compétence en réception et en production sera défini en fonction de ses besoins. Donc, c'est en situation d'interaction réelle entre un intervieweur et un interviewé, n'est-ce pas? C'est une interaction qui prend tout son sens, justement, en production surtout, lorsqu'on recrée les conditions de sa production authentique. Que ce ne soit plus un exercice, mais que ce soit un véritable apprentissage, notamment ce qui relève de la communication non verbale et paraverbale. La voix participe de la construction du sens. Combien utilisent leur voix comme outil de travail, n'est-ce pas? Voyez-vous? Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que je l'avais mentionné ce matin en prenant la parole, mais je n'ai pas eu la chance de le développer. Hélas, l'oral est enseigné comme étant un prolongement de l'écrit. On utilise les méthodes d'enseignement de l'écrit et on les transpose sur l'enseignement de l'oral. Alors que nous avons affaire à une didactique spécifique totalement différente. Voyez-vous, que ce soit, comme vous venez de le dire, dans le choix du support, de son contenu, n'est-ce pas d'abord que l'oral, c'est in vivo, alors que l'écrit intervient après coup, n'est-ce pas? Il intervient après coup. Alors que l'oral, il y a des personnes qui parlent. Alors je rejoins... ici et maintenant, oui. etc. Voyez-vous? Donc, je voulais juste attirer un peu l'attention. J'ajoute des éléments, c'est tout. Bien sûr. En fait, je n'ai pas de questions à poser. Mais je voulais juste ajouter ces éléments-là pour dire que l'oral doit être revu. Oui. Voilà. Alors je rejoins vos propos. Dans la formation universitaire
en tant que En démarche, parlant de formation universitaire, je rejoins vos propos. J'ai travaillé au primaire, j'ai travaillé au collège moyen. vous savez bien, Voilà, de quoi j'ai il de s'agit. l'expérience, oui. Donc l'oral, c'est vrai. Il n'y a qu'une séance d'oral. On entend très peu l'élève. Pourquoi? Parce qu'il est là pour consommer l'écrit et à savoir. Et en étant enseignante à l'université, j'ai travaillé le module oral. L'étudiant a peur de parler. On fait voilà, on fait donc plusieurs méthodes, on travaille l'exposé, on travaille le débat, on travaille l'interview, on travaille l'entretien d'embauche. C'est vraiment intéressant. On travaille aussi pas mal de contenu dans le module oral, sachant qu'il y a trois pour oral 1, oral 2, oral 3, c'est-à-dire première année, deuxième année, troisième année. Donc à l'université, on donne plus d'importance à l'oral, mais nos étudiants sont vraiment timides. Ils n'ont pas été habitués à prendre la parole. Ils sont timides, déjà ils deviennent tout rouges. Dès qu'ils passent au tableau, déjà il est intimidé. J'ai vécu, pardonnez-moi de vous interrompre, juste un petit Allez-y. élément. J'ai vécu la même expérience à l'université de Tizi Ouzou. Voilà. J'ai eu à enseigner le module de l'oral. En fait, c'était pour les premières années. Donc pour moi, il s'agissait dans un premier. Je me suis fixé des objectifs. Je me disais, ils auront le temps de théoriser tout ça. Voilà. Mais en attendant, je vais leur enseigner comment prendre la parole. Oui. Dans une situation de communication orale. Voilà. Dernièrement, Jeux de rôle, voilà. etc. Dernièrement, on a travaillé le reportage. Ils se sont déplacés dans tous les coins de la ville, partout, pour faire des reportages. C'était magnifique, avec des applications, avec des enregistrements, des projections, etc. Mais pour parler en classe, c'était dur. Donc, Ils se sont déplacés, ils ont vu les musées, ils ont vu pas mal de... Mais pour parler, pour présenter ce qu'ils ont fait, ce travail avec toutes ces applications, l'intelligence artificielle, etc., c'était magnifique, bien animé, bien décoré. Mais pour l'exprimer, c'est là... en fait, Voilà. il s'agit de développer des compétences. Exactement. Donc je pense que ça se fait au primaire, ça commence du primaire. On apprend à parler, comment Voilà. on apprend à écrire, comment on apprend à se mettre à table, discuter. Oui, oui, oui. Même lors des séances d'écrit, il faut inviter l'oral aussi ça doit être tout le temps présent. Mais il faut recentrer, à mon avis, il faut recentrer l'activité de l'enseignant, il faut recentrer l'activité de l'apprenant, que le processus de formation, de l'apprentissage, ne soit pas transformé en séance d'instruction. C'est trop, oui, c'est vrai. C'est vrai que l'élève apprenne tout seul. Il faut qu'il soit décontracté dans des situations authentiques, du quotidien. Voilà. Merci, monsieur. Une autre question, allez-y. Là, on devrait faire un peu vite, parce que c'est un débat qui reste fructueux. Il est plus vieux, madame. Allez-y, nous vous cédons la parole. Dans le droit d'aînesse, Oui. je le revendique. Bon, c'est dans le prolongement de ce que vient de dire le collègue, M. Bouzard, et pour répondre un petit peu à ce qui a été dit par la collègue qui a présenté l'exposé. Sur la question du volume horaire. D'abord, le collègue a attiré l'attention que ni les programmes, ni les progressions ne sont contraignants en termes de volume horaire à accorder. Dans les progressions, vous trouverez dans les notes, en plus de celles que vient de citer le collègue, une note explicative. Bon, je les ai de mémoire parce que je fais partie de ceux qui les ont rédigées. Concernant, c'est-à-dire que les horaires impartis à l'oral, ils peuvent varier d'un objet d'étude à un autre. Aussi, par exemple, le temps accordé à l'oral dans le récit n'est pas le même que celui qu'on peut lui accorder dans l'argumentation, surtout dans le débat d'idées, où c'est-à-dire l'attendu est surtout oral. Ensuite, il y a aussi dans les pratiques de classe et dans la gestion des activités. C'est-à-dire que l'oral n'est pas enseigné uniquement durant la séance de l'oral. Il est enseigné même dans les séances dédiées à l'écrit. Parce que dans la gestion, pardon madame, dans la gestion des activités, lorsqu'on arrive à la partie mise en commun, la mise en commun des réponses. Donc, les élèves sont mis à travailler en groupe.
ils réfléchissent ensemble, il y a toujours un porte-parole ou des porte-paroles des groupes, et à la fin, lors de la mise en commun, il faut apprendre tout simplement à nos enseignants à responsabiliser celui qui prend la parole. Parce que ces élèves prennent la parole autant durant les séances de l'écrit que dans les séances de production de l'oral. Ensuite, je reviens toujours à ce que j'ai dit ce matin. C'est, je pense que le point de départ de tout cela, c'est la méconnaissance des programmes. Il y a dans les programmes un tableau qui s'appelle le tableau des capacités et des objectifs de l'oral. Poser la question, je ne sais pas, aux enseignants de n'importe quelle wilaya, vous trouverez qu'il y a un nombre infime de collègues qui ont pris connaissance déjà de ces objectifs. Et ces objectifs insistent beaucoup sur ce qui fait la spécificité de l'oral. Je disais tout à l'heure à la collègue, la semaine passée, j'étais à Bouzréa où j'ai fait la sélection orale. Parce que ceux qui prétendent à l'enseignement, il y a aussi un entretien oral. Je vous assure qu'on sent le désarroi. Hein, nous sentons le désarroi de ces élèves qui arrivent, qui ne savent pas prendre la parole, ils ne savent même pas dire bonjour, comment se présenter, comment présenter ce qu'ils veulent faire, leur projet. On ne leur apprend pas cela. Merci. Et je restitue là. Merci, monsieur. Donc, on devrait vraiment travailler sur ce point-là, la méconnaissance des programmes et des contenus, c'est ça? En tant qu'inspecteur, je pense que vous allez assurer. On aimerait bien aussi travailler, faire une journée d'études qui serait vraiment fructueuse. Alors, merci, le plaisir est à nous. Alors, madame, s'il vous plaît, rapidement, nous devrions clôturer la session. Par rapport à la clôture, très bien. Avant de clore cette journée d'études, je suis saisie par un article, l'intitulé d'un article qui me fait mal au cœur, récemment publié, hier rectifié. L'Algérie veut marginaliser le français au profit de l'anglais, avec le constat des heures enlevées, certaines... D'accord. Ah, pardon. Non, percutante. Alors, donc, le constat, les collègues de l'Université de Bdaya ont relevé un constat déjà, plus moins, le 1/5 cette année des étudiants de français ont choisi le français, de 500 par rapport à une décennie, le 1/5 cette année. Vous avez 100 et quelques par rapport à 500 en 2015. Par rapport de l'enseignement primaire, le collège, le secondaire, 1 heure par filière, elle est supprimée. Et dans l'article, dans le chapeau, l'Université de français, de médecine, faculté de médecine et de pharmacie, ils ont le français. Alors, M. Bourdieff, le président, paix à son âme, a dit où va l'Algérie? Moi, je vous pose la question, où va l'enseignement du FLE? Merci. Bonne question, madame, merci. Alors, nous devrions clôturer cette session. Merci à tous. Votre attention, s'il vous plaît. Notre journée d'études arrive à sa fin. Donc c'était un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui, ici, à l'université de Béjaïa. Et avant de clôturer les travaux de cette
journée d'études. On va vous redonner la parole si vous avez des choses à dire. Donc vous pouvez les dire maintenant. Et ensuite, on va passer à la clôture de la journée d'études. Oui, essentiellement aux inspecteurs. Hein. Et après, peut-être, dans la clôture, je rappellerai quelques-unes des recommandations que les modérateurs ont pu noter et me transmettre. Et suite à cela, on va clôturer. Donc si vous avez des choses à rajouter, donc, on vous écoute. Ça y est, vous avez tout dit? Ça y est, vous n'avez plus envie de parler? Allez, oui, on vous écoute. Donc c'est vrai qu'il est 16 heures passées, hein, je pense que tout le monde est un petit peu fatigué, mais un dernier effort. Hein. Alors, ne vous en faites pas, je ne vous retiendrai pas longtemps. Donc je voulais intervenir pour juste vous remercier, vous. Voilà. L'ensemble de l'équipe, Madame Ayet Moula, qui nous a d'abord accompagnés dans la préparation. Je voudrais aussi saisir l'opportunité pour remercier mon collègue, Monsieur Aïsset. Il est là, sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui aussi, puisque c'est lui qui nous a contactés. Bon, l'université ne nous connaissait pas. Voilà, merci beaucoup. Pour moi, bon, j'ai appris beaucoup de choses. Je dis souvent à mes enseignants que un séminaire réussi, c'est celui qui aura permis d'imposer certaines questions dans l'esprit des participants. Et aujourd'hui, je pars avec des questions, je pars avec beaucoup d'interrogations, auxquelles j'espère chercher et trouver des réponses. Et je pars aussi avec le souhait partagé avec les collègues de continuer à collaborer parce que nous nous sommes rendus compte qu'une journée ne suffisait pas, donc nous manquions un petit peu de temps. Merci. Ben, c'est nous qui vous remercions. Je voudrais moi aussi, même si on risque de se répéter, notre ami Selim Aïsset mérite aussi nos remerciements parce que c'est lui qui a permis cette passerelle que nous nous retrouvons aujourd'hui à l'université de Béjaïa à partager nos questionnements, nos réflexions avec les collègues et anciens collègues qui étaient aussi dans l'éducation, qui se retrouvent aujourd'hui à l'université. Je crois que une réponse à ma question que j'avais soulevée tout à l'heure concernant le cercle vicieux, la solution c'est des séminaires pareils où on jette des passerelles entre l'université, l'éducation, entre le secondaire et le moyen, entre le moyen et le primaire, etc. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer. Donc merci aux organisateurs de l'université pour leur accueil, pour ce qu'ils ont présenté aujourd'hui. Moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses et je reste aussi sur ma faim. Je crois que c'est l'impression qu'on partage. Surtout ces moyens audiovisuels, de diffusion. C'est des choses qu'on va inscrire dans nos programmes futurs. Je vous invite aussi, en tant qu'universitaire, à faire en sorte à nous permettre de continuer toujours ce lien et ces échanges. Je rappelle que pour nous, dans l'éducation, on a la CMP, la Commission nationale des programmes, les GSD, les groupes spécialisés par discipline, la présence d'universitaires, avec des inspecteurs, des enseignants, etc. Donc on n'a pas coupé les ponts. On essaye de travailler ensemble pour formuler les programmes, les progressions, le guide, la loi d'orientation,
tout cela se fait en collaboration. Par contre, quand il s'agit des modules que vous avez retenus dans l'enseignement, il n'y a pas ce retour vers les besoins de l'éducation, vers la consultation des praticiens qui sont dans l'éducation. Et c'est pour cette raison que je vous invite, parce que j'ai entendu dire, je vais finir, il y a des instituts qui ont proposé deux types de LMD, de licence et master. J'ai entendu parler de la licence académique et licence professionnelle, master académique, master professionnel. Pourquoi ne pas, au niveau des facultés des lettres, ne pas aussi créer licence master professionnelle, avec l'intention de former des gens pour l'éducation, et laisser la licence master académique pour le doctorat et la recherche scientifique. Voilà, merci. Merci encore une fois pour vos interventions. Vous voulez rajouter un mot? Donc rapidement, hein, si vous permettez. Si je peux expérimenter le document que je vous ai remis, parce que mais j'avais mis quelques propositions. C'est pour relire les propositions? Non. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on n'avait pas répondu à la question. Qu'est-ce que vous proposez en termes de jonction entre l'université? Oui. Vous voulez répondre à cette question maintenant? Non, je ne vais pas dire. Juste répondre oralement. Ouais. En 1 minute, c'est possible? Non, parce qu'il faut qu'on clôture. Hein. Si ça vous... vous avez les... Voilà, donc si ça vous dérange pas. Non. Je sais que tout le monde est fatigué. Donc. Ok. Ok, merci beaucoup. Oui. Allez, la dernière minute